Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes conseiller régional socialiste proche de François Hollande. Et évidemment, l'actualité de ce soir, c'est cette démission de Bruno Le Roux, qui est visé par une enquête sur l'emploi de ses filles et qui a considéré qu'il valait mieux qu'il se retire pour prouver son honnêteté et qu'il ne mette pas en cause le travail gouvernemental. Quelle leçon en tirez-vous ? Je vais d'abord avoir une pensée pour Bruno, parce que ça a été mon élève en faculté. Et je pense que c'est un honnête homme, mais qu'il est victime d'un contexte, et que dans ce contexte, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que on voit bien que s'il était resté au gouvernement, c'était une affaire qui commençait, c'était deux poids, deux mesures. Voilà, il y a une exemplarité, et il devait se tenir à cette règle d'exemplarité. Le parquet national financier a en effet ouvert une information. Oui, parce qu'on est dans l'ambiance aujourd'hui d'une sorte de panique générale, faut être honnête, parce que les choses n'ont pas été clarifiées. Je note d'ailleurs que les propositions que j'avais faites il y a quelques semaines sur la manière dont on devait clarifier un certain nombre de choses, qui m'avaient valu d'ailleurs une certaine déformation de mes propos. Vous pouvez les sur répéter. Internet. Je pense que l'IRFM, ce qu'on appelle l'indemnité des frais de mandat, doit être clarifié dans son fonctionnement. C'est là-dessus, c'est sur cette enveloppe-là qu'il y a un certain nombre de problèmes, et dans les deux cas, dans François Fillon et dans ça fait le des cas années que ça dure. Je pense qu'il y a une partie qui doit être transférée sur le salaire du député. Sûrement, il a un salaire qui lui permet de n'exercer aucune fonction à côté. Aucune fonction à côté. Voilà. Pas avocat, pas boîte de conseil, ou je sais pas quoi. Voilà. Et de l'autre, il garde, je dirais, les frais naturels de l'exercice du mandat, qui sont les frais de représentation, mais qui sont limités. Voilà. Parce que là, on a une enveloppe dont personne ne sait ce qu'elle est, elle n'est pas fiscalisable. Et je pense qu'il faut clarifier ça. Ça permet d'éviter par ailleurs après les histoires de permanence qu'on achète, dont on ne sait pas à qui elles appartiennent. Donc c'est l'Assemblée nationale qui doit acheter les permanences, qui doit les donner comme des locaux de fonctionnaires. Et il faut interdire, parce que je pense ça évitera toute suspicion. C'est pas forcément très juste d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on emploie des membres de sa famille. Ça devra être interdit. Ça devrait être interdit, oui, parce que c'est parfois injuste, parce qu'on peut avoir son fils, ou sa fille qui à un moment donné est compétent, mais ça sera pas compris, donc il vaut mieux clarifier les choses une bonne fois pour toutes. C'est une façon d'adresser un message à François Fillon qu'il y ait eu une démission aussi rapide, décidée par le président, par le Premier ministre aujourd'hui. Je l'ai dit hier à une de vos consoeurs, et je pense que la droite républicaine ne rend pas service à la République. Moi, je juge pas François Fillon parce que je suis pas juge. Il y a la justice pour ça. Mais je pense qu'il a pris en otage le débat politique en s'entêtant. Et que, on va le voir d'ailleurs malheureusement encore demain, il y a des tas de questions qui sont posées sur la manière dont il a fonctionné. Moi j'ai été, vous savez, dans ce qu'on appelle les affaires de François Fillon, ce qui m'a le plus choqué, je m'excuse de le dire, c'est le fait qu'un ancien Premier ministre puisse exercer en tant que parlementaire, s'il n'était pas parlementaire, c'est autre chose, mais des activités de conseil. C'est pour ça que je suis pour qu'on interdise cela. Parce qu'il y a forcément un doute quand on est dans l'exercice de fonctions de responsabilité sur comment les choses se passent. Voilà. Donc oui, je pense que la droite française se serait honorée. Alors peut-être c'est désagréable à cause de la présomption d'innocence, mais à changer de candidat. Juste un mot sur le caractère un peu de décomposition, de changement de système. Là, on est en train d'assister à une fin d'époque. Oui, parce qu'il y a certainement une faiblesse du pouvoir politique qui, sur un certain nombre de questions, n'a pas tranché. C'est l'échec de la République exemplaire de François Hollande. Non, parce que la République exemplaire, elle n'épargne pas les faiblesses humaines. La République exemplaire, c'est qu'on n'essaie pas de justifier des choses qui ne sont pas justifiables. La République, il y a des faiblesses humaines, il y a parfois même, c'est pas des faiblesses humaines, des choses qu'on a faites par le passé qui ne sont plus acceptées aujourd'hui. Et là, il faut être ferme. Voilà, la République exemplaire, elle peut pas, je dirais, aller enquêter sur chacun pour savoir s'il y a 5 ans ou 10 ans, il n'a pas fait ça, etc. Mais quand les choses sont connues, eh bien, il doit y avoir malheureusement aucune hésitation. Vous en avez parlé avec le président, il était en colère, il a vécu cette affaire encore, une dernière affaire 30 jours avant le premier tour de l'élection. Je ne vais pas transiger avec la règle que je me suis fixée. Je ne révèle pas mes conversations et je ne viens pas ici faire état de ces conversations. Mais oui, il était triste, y compris il était triste pour Bruno Le Roux, parce que Bruno est un brave garçon, est un honnête homme. Voilà, il est pris dans un moment particulier où malheureusement on ne pouvait pas faire autrement. Évidemment, l'enquête le dira. Henri Emmanuelli aujourd'hui est décédé à l'âge de 71 ans. Il était plutôt proche de Benoît Hamon, mais vous le connaissez aussi depuis très longtemps. Oui, quand on a été un responsable socialiste ou un militant socialiste, on ne pouvait pas ne pas connaître Henri Emmanuelli. Et pour moi, c'est une sale journée aujourd'hui, parce que c'est un compagnon de combat. On a ensemble, avec lui, moi derrière lui d'ailleurs, dirigé le Parti socialiste à un moment donné. On a même sauvé et évité une scission à l'époque, qui était
dans l'air. Il a été exemplaire dans son rapport à la direction du Parti socialiste. J'étais à ses côtés au moment où la période la plus dure de sa vie, c'est-à-dire au moment des procès, d'Urba. Nous avons été ensemble à Saint-Brieuc. Je sais que tout ça l'avait énormément marqué. Pour moi, c'était un compagnon, c'est un homme que je respectais énormément. Voilà, et je suis très, très, très triste. À l'époque, vous parliez d'une scission évitée. Aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas déjà dans les faits? C'est une autre époque, c'est d'autres personnalités, un autre contexte. Mais quand on voit le débat d'hier, on voit bien qu'il y a plusieurs représentants de la gauche et personne pour réclamer le bilan de François Hollande. Oui, mais hier, si vous me permettez, il y avait quand même quelque chose d'étonnant. C'est que, vous allez voir, vous allez peut-être être surprise, mais il y avait Macron, Emmanuel, si vous me permettez, vous le connaissez bien. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Et sur le fond, j'écoutais, je me disais, mais il n'y a rien qui empêcherait que ces trois-là, finalement, arrivent à créer une majorité. Il faudrait faire des concessions. Mais c'est ça. La vie, c'est des compromis. Et le compromis, c'est pas la compromission. On fait des compromis parce qu'à un moment donné, on veut avancer. C'est impossible, c'est trop tard et ça se voit. Et au contraire... J'étais même surpris de voir qu'il y avait une forme de complicité qui s'installait sur le plateau entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors vous me direz, c'est un jeu théâtral et tout, mais on voyait qu'il n'y avait rien d'impossible et qu'il n'y avait pas cet antagonisme frontal. Et donc je pense que c'est ça qui m'inquiète, c'est que la gauche, malheureusement, est dans une situation de division. Pourquoi ? Parce que son axe central, le Parti socialiste, est affaibli. Et quand le Parti socialiste est affaibli... Plus qu'affaibli. Oui, il est plus qu'affaibli. Il est à la veille peut-être il est dans une forme d'agonie. Non, parce que vous savez, ça je l'ai entendu plein de fois, il y a des moments difficiles dans la vie d'un parti. Le Parti socialiste a été affaibli parce que, y compris dans le déroulement de l'exercice du pouvoir, il y a des choses qui se sont installées qu'on n'aurait pas dû laisser installer. Le droit de critique est nécessaire, le droit de frondeur, c'est pas un droit. Voilà, d'après moi. Et on doit être à la fois capable de discuter ensemble, mais en même temps d'exercer une solidarité ensemble. Benoît Hamon, c'est quand même le chef des frondeurs. Et vous lui avez dit, vous avez été assez critique avec lui en lui disant qu'il fallait en finir avec ce pacte de non-agression avec Jean-Luc Mélenchon et qu'il fallait plutôt s'attaquer à Marine Le Pen. Est-ce que c'est ce qu'il a fait pour vous hier ? Pas assez, d'après moi. Il faut le faire plus, parce que moi, contrairement à tout ce que j'ai entendu, j'ai malheureusement trouvé qu'elle avait un peu mené le débat. Voilà. Et un peu trop, à mon avis. Voilà. On n'a pas été la chercher sur ce qu'elle représente, sur le caractère incompatible de ses prises de position avec la réalité d'une société française aujourd'hui qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte sur le plan économique. Et je pense que si on lui laisse faire, eh ben évidemment, elle marque des points parce qu'elle parle à des gens qui sont dans la désespérance, qui sont dans la souffrance ou qui sont parfois aussi dans la tentation de désigner un bouc émissaire. Et il faut démontrer le fait que sa politique est extrêmement dangereuse pour le pays et qu'il ne faut pas la laisser pérorer comme ça et donner des leçons à tout le monde en donnant le sentiment que finalement elle s'est banalisée. Elle n'est pas banale. Voilà. Elle a été, si vous me permettez l'expression, et sans référence historique. Parce qu'on va me dire, ça y est, vous ressortez. Elle a été totalement nationale-socialiste. Elle était totalement nationaliste avec tous les dangers que ça peut représenter. Et effectivement, elle s'est présentée comme celle qui défend les petits. Il y a quand même un paradoxe qu'elle défende les petits, qu'elle vienne donner des leçons au regard de son histoire et du courant qu'elle représente. Mais il faut aller la chercher là-dessus. Il faut montrer que les solutions qu'elle propose, c'est au contraire beaucoup plus d'austérité, surtout si on sort de l'Europe et que ça sera catastrophique pour l'économie européenne et pour l'économie française. Elle peut gagner ? Mais oui, parce que c'est ça l'inquiétude. Pendant longtemps, je pensais qu'il y avait une sorte de plafond de verre. Et je pense qu'aujourd'hui, le plafond de verre a sauté parce que la gauche n'est pas assez forte sur ses positions, parce que on la laisse trop s'installer comme si de rien n'était. Voilà. Et je pense qu'il faut faire... Et puis, il y a un autre problème qui est aussi évoqué. Nous avons une droite républicaine qui est faible. Et comme cette droite républicaine est faible, eh bien, elle a évidemment tendance à faire des clins d'œil à Marine Le Pen. Et ça, c'est aussi un problème, parce que dans le combat contre Marine Le Pen, il y a la gauche et il y a la droite républicaine. Et ça fait partie de l'arc de cercle qu'il faut essayer toujours de faire vivre. Julien Drey, votre candidat, c'est Benoît Hamon ? Je suis discipliné et loyal. Voilà, moi, je suis pas... Pourtant, Dieu sait si parfois j'ai été minoritaire dans le Parti socialiste, il y a des règles qui ont été fixées, je les respecte, et je ne fais pas des croche-pieds, je suis pas la 5e colonne. Voilà. Donc je respecte ces règles, et j'essaye de donner des conseils d'expérience. Vous êtes critique quand même, puisque vous dites qu'il ne s'attaque pas à Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne s'attaque pas à Marine Le Pen.
et peut-être... Oui, c'est des conseils. Vous avez remarqué que je n'ai pris la parole qu'après le meeting de dimanche pour ne pas donner le sentiment qu'on altérait, etc. Mais il y a un moment donné où c'est normal qu'on dise aussi ce qu'on pense. Et on le dit loyalement, sans essayer de faire des faux procès. Et je pense que dans le positionnement, faire très attention. Est-ce qu'il rassemble la famille socialiste? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les sondages et son discours, est-ce que vous avez l'impression qu'il peut parler et qu'il peut faire vivre le PS en tant que tel? Ça, c'est des choses qu'on se dit entre nous. Voilà. Et je ne serai pas là ce soir pour essayer de porter atteinte. Je pense que, je l'ai dit, je n'irai pas plus loin que cette formule. Quand on est candidat à la présidence de la République au nom de la famille socialiste, on a plus de devoirs que de droits. Voilà, c'est tout. Il faut être capable de prendre en considération. Maintenant, je l'ai dit, il faut affirmer que nous sommes vraiment le candidat ou la famille politique qui combat le Front National, qui combat la droite, qui est en pleine dérive, parce que je m'excuse, il y a une droite républicaine qui a baissé la tête face à vous dites que vous êtes discipliné, donc ça veut dire que vous voterez Benoît Hamon, alors que tous les jours, il y a maintenant des personnalités qui annoncent leur soutien à Emmanuel Macron, que vous connaissez très bien, dont vous étiez proche. Aujourd'hui, Barbara Pompili du gouvernement. On était amis et j'assume cette amitié. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord quand un certain nombre de socialistes font d'Emmanuel Macron l'ennemi principal de cette élection présidentielle. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit l'ennemi principal. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs dans le débat. Il y a certainement des choses avec lesquelles on peut discuter, mais c'est quand même pas le représentant de l'ultralibéralisme. Le représentant de l'ultralibéralisme, il s'appelle François Fillon. Voilà. Il a été attaqué sur les forces de l'argent. Benoît Hamon a dit le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection. Il a beaucoup attaqué Emmanuel Macron. Ça, c'était dimanche au meeting, mais hier aussi. Il lui a demandé qui le finançait, les lobbies qui étaient derrière. Il y a eu des beaux moments de Benoît Hamon quand il défendait ses idées, et notamment sur le revenu universel, même si on peut être en désaccord sur la transition énergétique. J'ai pas trouvé ce moment le plus agréable. C'est-à-dire celui où justement il lui pose des questions sur le financement, d'autant que l'attaque est pas justifiée, si vous me permettez, parce que la loi protège les donateurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été candidat, j'ai eu des donateurs, puis il m'est arrivé que des femmes ou des hommes me fassent des dons, mais n'aient pas forcément envie que leur compagnon ou leur compagne sache qu'ils m'aidaient. Voilà. Et la loi, c'est ça aussi. Et c'est pas avec 7 500 € qu'on devient un lobbyeur professionnel. Les lobbyeurs professionnels, c'est d'autres moyens et ils savent le faire. Aujourd'hui, Bernard Poignant a annoncé qu'il rejoignait Emmanuel Macron. C'est un conseiller, un ami proche et ancien de François Hollande. Vous, ça ne vous tente pas d'aller rejoindre Emmanuel Macron? Non, moi j'ai adhéré. Vous n'irez pas, vous êtes sûr? Non, attendez, quelque chose. On ne dit jamais, parce qu'après, on est toujours repris par les choses de la vie. Donc ça peut arriver? Ça peut arriver si les choses vont mal pour notre famille politique, notamment au deuxième tour, ce que j'espère pas. J'espère qu'on va revenir et que... Vous y croyez? Il faut se battre. Une campagne électorale, on l'a vu, vous savez, les débats vont beaucoup jouer là-dessus. Donc il y a encore il y a la moitié des électrices et électeurs français qui n'ont pas encore décidé. Voilà. Et donc il va falloir bataille-là. Après, Emmanuel Macron, il a aujourd'hui conquis un espace politique, mais cet espace politique, il a aussi conquis sur la base de la faiblesse de la gauche. Donc c'est pour ça que je dis, il faut pas s'obséder, il faut pas être obsédé par Emmanuel Macron. Il faut être capable de faire vivre quelque chose. Et vous m'avez dit, parce que je connais bien Jean-Luc Mélenchon. J'ai été avec lui un agitateur d'idées pendant plus de 20 ans. Mais Jean-Luc, il était formidable hier. C'était le vieux professeur qui faisait la leçon à tout le monde. Voilà. Et donc il a pu évidemment être extraordinaire parce qu'il a un talent fou. Et on le sait, je le connais. J'ai pas été son ami pour rien, comme dirait l'autre. Et je le suis encore, même si des fois j'ai des désaccords et je lui dis et il le supporte pas, mais par exemple quand Jean-Luc Mélenchon dit je suis pour la paix, d'accord, mais tout le monde est pour la paix. Arrêter les guerres. Oui, tout le monde est pour la paix. Et je veux dire, il n'y a pas des gens qui... Alors peut-être si, il y en a, mais autour de la table, j'ai pas l'impression que tout le monde était... Voilà, mais la vraie question qui est posée, c'est en Syrie, on fait la guerre ou on fait pas la guerre? La guerre, elle nous a été imposée. Elle a été imposée au peuple syrien. Et les combattants kurdes, ils voudraient bien la paix, eux. Mais qui s'apprête à les massacrer? Donc il faut les protéger, il faut leur donner des armes pour qu'ils puissent se défendre. Et c'est pas rien dans cette affaire-là. C'était la même chose au Mali. Donc des divergences de fond dans cette gauche que vous croyez qui pourrait se rallier, qui pourrait s'unifier. Mais d'abord, elle est divisée pour très longtemps. Dans la gauche, il y a toujours eu des divergences. Et la force de François Mitterrand, telle qu'il me l'a apprise, c'est justement d'être toujours en capacité de faire ce qu'on appelait un mot compliqué qui s'appelait la synthèse. Oui, mais aujourd'hui, François Hollande, un autre François, il finit
finira dans 30 jours son quinquennat avec une gauche explosée. Mais c'est un des problèmes. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'il n'a pas été candidat au renouvellement de son mandat. Est-ce qu'il va soutenir un candidat? Le problème, est-ce qu'il va soutenir un candidat? Peut-être qui a été posé, c'est mon sentiment, et que je pense qu'à un moment donné, il aurait dû prendre une initiative de rassemblement plus forte. Je pense notamment au mois de février l'année dernière, après cette histoire de déchéance de nationalité qui était une erreur, on aurait dû chercher à mieux réunifier la famille. On a laissé les choses s'installer. C'était une divergence que j'avais avec Manuel Valls. Je pense que la loi travail est arrivée trop tard et qu'elle a créé énormément de confusion. Et donc, évidemment, il faut travailler à ça. Mais c'est pour ça que... Est-ce qu'il va prendre position pour un des candidats, le président aujourd'hui? Je vais répondre à votre question. C'est pour ça que je pense que le rôle de Benoît Hamon dans cette campagne, c'est justement d'interpeller toutes les forces. Parce que vous y pouvez rien, mais 13 et 12, c'est ça les sondages, ça fait 25. Si ces deux 13 et 12, vous voulez dire, pour Benoît Hamon et pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, si ces deux forces-là étaient ensemble, déjà ça changerait les choses. Et même y compris par rapport à Emmanuel Macron. On a dépassé cette phase. Non, non, c'est jamais dépassé, parce que c'est une bataille politique, je l'ai dit. Souvenez-vous, alors moi, bon, vous êtes trop jeune et vous ne pouvez pas vous souvenir de cette période-là, mais moi j'ai vécu, c'est d'ailleurs ça qui m'a fasciné et qui m'a fait devenir un soutien infaillible de François Mitterrand. Souvenez-vous de la polémique ouverte par le Parti communiste français, par Georges Marchais, à l'époque contre le Parti socialiste, à la fin des années 70. Qu'est-ce qu'il a fait, Mitterrand? Il n'a pas repris les positions de Georges Marchais. Il a tenu bon. Mais il a tenu bon en permanence sur la ligne de l'unité, y compris contre Michel Rocard. Et c'est ça qui a fait que une grande partie de l'électorat communiste en 81 a voté François Mitterrand. Dernière question. C'est la même logique. Dernière question, parce que je sais alors, ce que vous avez. François Hollande, est-ce qu'il va prendre position? Bon, voilà. Écoutez, il est président de la République, donc au premier tour, mon sentiment, c'est que le président de la République, il prend pas position au premier tour, il prend position au deuxième tour, mais ça c'est lui, c'est son appréciation personnelle. Il prend position au deuxième tour quand on est au stade de l'enjeu essentiel. Le président de la République, c'est une fonction régalienne, il doit rassembler. Donc il peut pas, dans un premier temps, donner le sentiment, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs François Mitterrand avec Lionel Jospin. Il a donné des signes. François Hollande en a donné déjà par rapport à sa famille politique. Mais son engagement réel, d'après moi, il faut attendre le deuxième tour. Et qu'est-ce qu'il fera après? C'est ma position personnelle. Qu'est-ce qu'il fera après? Qu'est-ce qu'il fera après? Il va avoir sa vie. Voilà. Il y a une vie après la présidence. Heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Julien Drey d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, on réécoute Bruno.